Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de la saison 3 du balado UEC en ondes. Je m'appelle Yasmine Lazare, je suis vice-présidente de l'Union étudiante du Québec, puis je suis accompagnée de mon collègue Gabriel Combi, coordonnateur à l'enseignement supérieur. Cette année, c'est nous qui allons avoir la chance d'animer le balado, de recevoir différentes personnes expertes et différentes personnes étudiantes pour vous parler d'enjeux qui vous touchent de près ou de loin. Cette saison 3, elle commence dans un contexte un peu particulier, puisqu'il y aura des élections provinciales le 5 octobre prochain. Et on vous a donc préparé une petite série de 3 épisodes consacrés à ce sujet. Le premier épisode, celui d'aujourd'hui, portera sur les demandes et les revendications de l'Union étudiante du Québec dans le cadre de ces élections. Le deuxième épisode, qui aura lieu le 12 septembre, sera sous la forme d'un débat avec des personnes candidates. Puis, le troisième épisode, qui sortira après les élections, prendra la forme d'une rétrospective et d'une analyse des résultats. Aujourd'hui donc, on accueille Loïc Goyette, président et porte-parole de l'Union étudiante du Québec, pour qu'il vienne nous parler des demandes qui sont mises de l'avant par l'UEC dans le cadre des élections. Bonne écoute! Salut Loïc, j'espère que ça va bien. Ça va bien, merci, toi? Ça va très bien, merci. Donc, en ce moment, tu es président de l'UEC. Puis, l'année dernière, tu étais à la coordination aux affaires sociopolitiques à l'UEC également. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus précisément de ce que ça implique d'être président de l'UEC, mais plus concrètement aussi de ce que ça va impliquer de particulier cette année, en année électorale? Ouais, ben, tu sais, la présidence de l'UEC est un peu divisée en 3 volets. Un volet qui est au niveau de la gestion d'équipe, s'assurer que le comité de coordination a les outils pour accomplir son travail. Un rôle de porte-parole, donc de faire des interventions médiatiques, de faire des interventions, par exemple, en manifestation. Le troisième volet qui est au niveau de la représentation, donc mettre de l'avant les revendications de l'UEC puis les positions de l'UEC auprès des différents acteurs politiques, auprès des différents partis politiques, puis auprès du gouvernement lorsqu'il y a un gouvernement. Mais dans une campagne électorale, ces 3 volets-là existent aussi. Ils sont un peu augmentés parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de représentation qui se fait dans le cadre d'une campagne électorale parce qu'on veut rencontrer l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des personnes candidates en lien avec l'enseignement supérieur. Donc, ça va un peu augmenter ce niveau-là. C'est relativement similaire, mais un peu concentré là, sur une courte période de temps durant la campagne électorale qui dure quelques semaines. Tu as mentionné qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour la campagne électorale. Pourquoi autant d'emphase? Pourquoi est-ce qu'elle est autant charnière, cette campagne électorale pour la communauté étudiante? Si c'est charnière, n'importe quelle campagne électorale, ça a des impacts sur toute la société, puis ça a des impacts par le fait même sur toute la communauté étudiante. C'est quand on parle de tous les enjeux qui peuvent toucher la communauté étudiante, au final, il y a des décisions qui se prennent au gouvernement du Québec qui peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs quand on parle de frais de scolarité, d'aide financière aux études. C'est toutes des décisions qui se prennent au gouvernement. Donc, de choisir le gouvernement et d'influencer le gouvernement, là, c'est sûr que ça c'est bénéfique pour la communauté étudiante d'essayer d'aller chercher des engagements, puis que ce soit pris en compte par les partis politiques, les réalités de la communauté étudiante. Puis quel rôle est-ce que tu penses que les associations étudiantes doivent jouer cette année pendant les élections, justement pour mettre ces enjeux-là de l'avant? Oui, ben les associations étudiantes ou même de plus largement la communauté étudiante, toutes les personnes étudiantes, c'est d'aller mettre de l'avant les enjeux qui les touchent directement. Quand on parle de la communauté étudiante internationale, même si ce n'est pas directement des gens qui peuvent voter, c'est important que ces gens-là s'expriment tout de même, puis aillent sur la place publique, faire parler les partis politiques. Pour ça, les partis politiques ont aussi une conscience de c'est quoi les différents enjeux. Au niveau des associations étudiantes, ben, c'est sûr qu'il y a un rôle de représentation qui se fait dans les différentes régions pour aller sensibiliser les différents candidats, candidates des différents partis politiques pour qu'ils se commettent sur des enjeux de la communauté étudiante, qu'on ait des engagements, puis après ça, des engagements, on peut les tourner en gains concrets pour la communauté étudiante. Super, ben je te propose qu'on se lance peut-être dans les sujets plus spécifiques, puis je voulais ouvrir avec un sujet qui est très concret, qui se vit, qui se voit tous les jours sur les campus. Je voulais qu'on parle un petit peu d'insécurité alimentaire. Ouais. L'UEC avait fait un sondage là, avec l'Institut de sondage Léger, qui montrait que 40% des personnes étudiantes avaient vécu une situation d'insécurité alimentaire. C'est quelque chose qui est assez alarmant. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que l'UEC avait comme revendication à mettre de l'avant pour venir régler ce problème-là sur les campus. Oui, bien en effet,
dans les dernières années, là, notamment avec la Fédération étudiante collégiale, on a vu une augmentation de l'insécurité alimentaire sur les différents campus, autant au collégial qu'à l'université. Puis un peu dans tout ce processus de réflexion, c'est comment on fait pour amener des solutions à ça. Puis une des revendications là, qu'on porte de la campagne touche directement cet enjeu-là. Là. Au niveau de l'insécurité alimentaire, donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un programme de subvention qui soit mis en place pour faciliter qu'il y ait des aides d'aide alimentaire qui soient mises directement sur les campus. On le sait, là, c'est plus facile pour une personne étudiante d'aller chercher, par exemple, une banque alimentaire si elle est directement dans l'université, plutôt que d'aller dans un lieu à part où elle a peut-être moins accès, c'est peut-être moins adapté, et d'avoir ce type d'aide directement sur les campus, ça facilite les personnes étudiantes qu'elles aillent les chercher, puis ça déstigmatise aussi à ce niveau-là la recherche d'aide. Donc c'est un peu ça qu'on souhaite de mettre de l'avant, qu'on demande aux partis politiques de s'engager à ce qu'il y ait de l'argent qui soit mis sur la table pour développer des aides alimentaires qui répondent directement aux besoins de la population étudiante. Ouais, puis tu parles de développer des aides alimentaires. Est-ce que c'est des programmes qui sont déjà en place auxquels on veut donner plus d'argent pour qu'ils puissent s'étendre, ou c'est vraiment un programme pour permettre d'en créer davantage de zéro? Oui, ben c'est une bonne question. Tu sais, en ce moment, le but du programme, c'est vraiment d'en partir. Ça pourrait être aussi là, des organismes qui existent déjà, des associations étudiantes qui offrent déjà ce type de service à leurs membres, mais qui puissent s'assurer d'avoir un financement pérenne. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des choses qui soient parties et que ces choses-là restent dans le temps, pas que ce soit parti, que ça marche un an, puis après ça, il n'y ait plus de financement. Donc, on veut que ça dure dans le temps, donc qu'il y ait un financement qui soit associé sur le long terme là, à ces différentes initiatives-là. C'est super intéressant, puis tu as parlé de banque alimentaire, de services. Ça me fait, tu sais, ça sonne un petit peu service de dernier recours, tu sais, service de dernière ligne. Puis le fait qu'il y ait autant de personnes étudiantes qui vivent de l'insécurité alimentaire, ça souligne peut-être qu'il y a aussi un enjeu structurel derrière ça qui pourrait causer l'insécurité alimentaire. Je pense notamment à l'aide financière aux études. Là. Fait comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là à la source plutôt que juste avoir des solutions d'urgence sur les campus? Là? C'est certain que avoir une banque alimentaire, c'est un peu un band-aid sur le problème. Là. Le problème de fond, c'est que les personnes étudiantes n'ont pas assez de moyens pour être aux études, puis elles ne peuvent pas se concentrer sur leur fonction première qui est d'étudier. Le but d'une personne étudiante, c'est d'être aux études. Il est censé avoir l'aide financière aux études qui répond à ça. Clairement, en ce moment, ce n'est pas le cas. Ça ne répond pas aux besoins des personnes étudiantes. Donc, dans la plateforme de revendication, nous, ce qu'on demande, c'est un chantier sur l'aide financière aux études pour revoir en profondeur à la fois l'accès à l'aide financière, le site, la façon de faire la demande, simplifier ce processus-là, mais aussi le calcul d'aide financière aux études, s'assurer que les proportions de prêts, les proportions de bourses, ça corresponde réellement aux besoins. On l'a vu dans les dernières années, l'indexation a été gagnée dans toutes les dernières années. Depuis l'existence de l'UEC, on est allé chercher 1 milliard en bonification de l'aide financière aux études, mais ça ne correspond pas encore aux besoins. Même s'il y a une indexation, le pouvoir d'achat des personnes étudiantes se réduit, la capacité puis le besoin des personnes étudiantes n'est pas répondu en ce moment. Juste pour clarifier pour les personnes auditrices, tu mentionnes l'indexation qui est censée être automatique, mais ce que je comprends, c'est qu'elle n'est soit pas automatique ou juste soit pas suffisante, en fait. Oui, bien, l'indexation n'est pas automatique. C'est quelque chose qu'il faut clarifier. L'UEC et la FEC, on se bat tous les ans pour obtenir cette indexation, qui est comme le strict minimum pour s'assurer qu'il n'y ait pas une dégradation de l'aide financière. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même une dégradation dans les besoins des personnes étudiantes qui ne sont pas répondus. Parce que quand tu augmentes, par exemple, la part qui est attribuée au logement de l'inflation, mais qu'il y a une crise du logement, puis que les loyers augmentent beaucoup plus que l'inflation, mais clairement que ça crée un décalage auprès du budget des personnes étudiantes. Puis ce décalage-là, il se ressent dans les dernières années. Donc, il faut qu'il y ait plus que seulement une indexation. Il faut qu'il y ait une révision en profondeur de comment l'aide financière fonctionne pour éviter qu'il y ait ce décalage-là qui se crée dans le temps. Là. En parlant de budget étudiant, justement, là, un des postes de dépenses les plus importants pour une personne étudiante, ça va être les droits de scolarité. Ça va être combien ils payent pour faire leurs études. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, sur ce poste de dépenses qui est quand même très important, puis qui, cette année, va quand même être un sujet de discussion là, dans les élections? Oui, bien, tout à fait. C'est certain que les frais de scolarité, c'est un des postes les plus importants. Le troisième, là, qui est selon les différentes statistiques qu'on a dans le budget étudiant, c'est
une problématique, les frais de scolarité. En ce moment, ils sont indexés. On a eu une protection là, qui a été mise en place avec la COVID pour éviter qu'il y ait des inflations trop hautes qui créent des hausses de frais de scolarité drastiques, mais reste que c'est augmenté. Cette protection-là qui limite l'augmentation à 3 %, donc par exemple, il y a une inflation à 5-6 %, bien, l'augmentation des frais de scolarité, même si elle est indexée, plutôt que d'être 5-6 %, elle va être à seulement 3 %. Mais cette protection-là, elle vient à échéance en fin 2026. Donc, le nouveau gouvernement va rentrer au pouvoir avec un peu les rênes libres, puis pouvoir faire ce qu'il veut avec les frais de scolarité. En ce moment, là, on voit les universités qui font des déficits un peu partout, notamment dû à la baisse du nombre de personnes étudiantes internationales. Mais nous, ça nous fait craindre qu'il y ait une augmentation des frais de scolarité. Puis ce qu'on vient de nommer là, avec le contexte de précarité étudiante, il ne peut pas y avoir une augmentation des frais de scolarité. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un gel des frais de scolarité, s'assurer que les personnes étudiantes sont capables d'étudier. Puis on veut éviter qu'il y ait des personnes qui n'aillent pas aux études supérieures, qui n'aillent pas à l'université, parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir payer les frais de scolarité. Ben, tu l'as dit, Loïc, c'est sûr que les frais de scolarité eux-mêmes, c'est un montant assez significatif dans un budget étudiant. Puis ça, c'est en dehors de tous les autres postes de dépenses qui ont augmenté de manière assez démesurée pour la communauté étudiante dans les dernières années. Puis à travers ça, pourtant, il y a quand même encore au-dessus de 100 000 personnes étudiantes en stage qui sont toujours pas rémunérées, et ce, particulièrement dans des domaines à prédominance féminine. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, ben la demande de l'UEC, puis la demande de l'UEC depuis très longtemps, là, c'est la rémunération de tous les stages. Ça, tu l'as mentionné, là, ça n'a pas de sens au Québec qu'il y a encore des gens qui fassent du travail gratuit. Il y a des personnes étudiantes qui font des stages à temps plein pendant 1 an au complet, puis qui vont se retrouver sans rémunération, donc sont obligés de travailler sur le côté. Tu te retrouves avec des gens qui sont complètement épuisés au bout de leur stage, dans des domaines en plus qui sont souvent en pénurie de main-d'œuvre. Après ça, on s'étonne, par exemple, qu'on voit des statistiques que les enseignantes, ils quittent la profession en début de carrière. Bien, elles rentrent dans leur job, puis elles sont complètement épuisées parce qu'elles ont fait des stages non rémunérés, parce qu'elles ont dû travailler sur le côté. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir des stages non rémunérés. Puis c'est aussi une question d'iniquité, là, tu l'as mentionné, c'est souvent des stages à prédominance féminine. C'est souvent des stages aussi dans le domaine public. On sait que le gouvernement donne des crédits d'impôt là, pour que les entreprises rémunèrent leurs stages, mais de l'autre côté, il n'applique pas la même rhétorique puis les mêmes réflexions dans ses propres stages que lui offre dans le domaine de la santé, dans le domaine des services sociaux, dans le domaine de l'éducation. Tous ces domaines-là ont souvent des stages non rémunérés, puis c'est des domaines qui relèvent du gouvernement, sous le contrôle du gouvernement. Donc, il faudrait juste qu'ils agissent. Puis c'est ce qu'on demande. On demande que les partis politiques s'engagent à rémunérer tous les stages là, s'ils sont portés au pouvoir. OK, puis peut-être un petit peu plus sur les avenues concrètes pour obtenir ça. En ce moment, on voit qu'il y a diverses façons de mener cette bataille-là pour la rémunération. Il y a d'un côté les bourses persévérance, qui sont peut-être pas dans des montants suffisants, qui sont peut-être pas offertes à suffisamment de programmes. Il y a aussi certains domaines comme les stagiaires, les personnes stagiaires en éducation là, qui tentent de se syndiquer. Il y a aussi certaines solutions comme le 3+1, encore une fois, en éducation. Donc, c'est quoi les avenues prometteuses là, pour la rémunération des stages? Au final, l'UEC, nous, ce qu'on porte, c'est une rémunération des stages. La méthode exacte, on s'en fout un peu. Tant qu'il y a de l'argent qui arrive dans les poches étudiantes, les bourses persévérance, c'est à certains égards un moyen de ça, mais les montants sont nettement insuffisants. Le programme est nettement trop restreint. C'est seulement sur les stages finaux, dans certains programmes. Il y a des programmes où il y a des stages non rémunérés qui pourraient avoir accès aux bourses persévérance, mais qui ne sont pas dans la liste arbitraire du gouvernement, donc qui n'ont pas accès. Donc, évidemment, si ça passe par les bourses persévérance, ça serait d'augmenter les montants, augmenter le nombre de programmes à qui c'est offert, puis augmenter les stages, puis que ce ne soit pas seulement les stages finaux. Tu as mentionné la syndicalisation. En ce moment, c'est en cours sur reconnaître des accréditations syndicales pour des syndicats de stagiaires, qui serait une voie pour après ça aller négocier une convention collective qui évidemment inclurait une rémunération, mais ce droit de syndiquer pour les stagiaires, il n'est pas reconnu. Donc c'est un peu une autre demande là, qu'on a dans la plateforme de revendication, que le gouvernement laisse la voie à ces syndicats de se créer et reconnaisse le droit des stagiaires de se syndiquer pour après ça aller négocier leur convention collective et leur salaire. Donc c'est différentes manières. Au final, le principe de base, il faut que le gouvernement se penche sur la question, puis rémunère tous les stages, s'assure de mettre les moyens pour rémunérer tous les stages, peu importe la manière, puis s'assure d'enlever les barrières aussi à cette rémunération qu'il y a actuellement. Ouais, puis
En parlant de mettre les moyens, là, je vais peut-être t'amener sur un sujet qui va beaucoup intéresser nos personnes auditrices qui sont au cycle supérieur. Je voudrais te parler un petit peu du Fonds de recherche du Québec. Il y a quelques années, en 2024, le gouvernement fédéral a investi là, significativement pour augmenter le montant des bourses qui sont offertes aux personnes en recherche dans le cadre des organismes subventionnaires fédéraux. Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'au Québec, ça n'a pas suivi. Là. Les montants sont vraiment pas les mêmes, sont vraiment plus faibles. Donc, encore une fois, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où on en est avec cette bataille-là? Oui, ben on est toujours sur une thématique de précarité étudiante, spécifiquement au cycle supérieur. Tu as mentionné qu'au fédéral, on a eu un gain important là, de 825 millions en 2024, donc qui est venu augmenter à la fois le montant des bourses puis le nombre de bourses. On essaye un peu de répliquer ce gain-là qu'on a eu au niveau fédéral, mais au niveau provincial. Au niveau du Fonds de recherche du Québec, il y a des problématiques sur les montants. Les montants sont dérisoires puis ne permettent pas à une personne étudiante au cycle supérieur de se concentrer sur sa recherche. Puis donc, va devoir prendre plus de charges de cours, va peut-être étirer davantage son parcours à la maîtrise au doctorat. Donc nous, on souhaite que les personnes étudiantes se concentrent sur leur rôle de personne étudiante et au cycle supérieur sur leur recherche. Donc, on veut que les montants soient augmentés. Puis une autre problématique qu'on observe là, au niveau du Fonds de recherche du Québec, c'est le nombre de bourses qui sont octroyées. On voit que le taux d'octroi, donc la quantité de gens qui reçoivent une bourse versus la quantité qui en demandent, est en chute libre depuis les dernières années. Donc, il faut aussi qu'il y ait un rattrapage puis que le nombre de bourses soit augmenté. Puis les bourses du Fonds de recherche du Québec, là, c'est pas n'importe quelle bourse. C'est censé être les bourses d'excellence. Donc, c'est certain que quand le montant de la bourse d'excellence est insuffisant, puis après ça, toutes les autres bourses qui se fient un peu à ce montant-là, qui est censé être le best du best, ben, tu te retrouves à avoir ces autres bourses qui sont en dessous. Donc, si le montant du best est dérisoire, ben, les autres bourses vont être encore plus dérisoires. Donc, augmenter le montant puis le nombre de ces bourses-là, ça va aussi créer un effet à la hausse sur les autres bourses qui dépendent des chaires de recherche, qui dépendent des universités directement, qui en ce moment se fient sur les montants du FRQ. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que les bourses soient augmentées à 25 000 pour la maîtrise puis à 40 000 pour le doctorat au niveau du Fonds de recherche du Québec. Là. OK, donc d'une certaine manière, là, cette demande-là, c'est pas juste aider les personnes bénéficiaires du FRQ, mais à la fin de la journée, ça aiderait toutes les personnes bénéficiaires d'une bourse dans le domaine de la recherche, d'une manière ou d'une autre. Oui, ben exact. C'est un levier indirect pour augmenter les moyens de toutes les personnes étudiantes au cycle supérieur en recherche. Là. Donc, ça va créer un effet à la hausse qu'on souhaite. Et puis, en ce moment, la barrière à ça, c'est le gouvernement puis le Fonds de recherche du Québec. Puis j'aimerais ça qu'on parle peut-être un petit peu plus spécifiquement de la communauté étudiante internationale, parce qu'à date, on a mentionné plusieurs solutions aux enjeux financiers avec lesquels doivent composer les personnes étudiantes, mais il y en a quelques-uns là-dedans justement qui ne s'appliquent même pas à la communauté étudiante internationale, comme par exemple l'AFE. Puis pourtant, en 2018, les frais de scolarité pour la communauté étudiante internationale ont été déréglementés, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des hausses énormes au niveau des frais de scolarité que ces personnes-là doivent payer pour pouvoir étudier ici. Non seulement ça, mais aussi une grosse imprévisibilité au niveau de leurs frais, ce qui crée un énorme stress financier pour ces personnes étudiantes-là. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposées à travers la plateforme de l'UEC? Oui, ben dans la plateforme de l'UEC, au niveau des droits de scolarité des personnes étudiantes internationales, puis il y a plusieurs types de personnes étudiantes internationales. Il y en a qui viennent de pays où il y a des ententes, donc les frais de scolarité sont déjà réglementés. Mais il y en a plein d'autres qui viennent où les frais de scolarité sont déréglementés. Donc, l'université charge un peu ce qu'elle veut, puis un peu sur une logique de marché. Donc, l'université va charger le plus possible jusqu'à temps qu'il y ait plus d'inscriptions, ce qui donne des situations complètement aberrantes où, par exemple, à McGill, tu as des programmes où tu dois payer plus que 100 000 par an pour t'inscrire. Donc, ça n'a aucun sens qu'il y ait ces montants-là en frais de scolarité qui soient chargés. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un plafond qui soit mis en place pour les droits de scolarité des personnes étudiantes internationales, toutes les personnes étudiantes internationales, pas juste celles qui ont des ententes, pour s'assurer qu'il y a une limite à ce que les universités peuvent charger, puis qu'on ne se retrouve pas avec des situations extrêmes là, comme il y a à McGill, par exemple, ou dans d'autres universités. Puis ça crée aussi une uniformisation là, dans les frais qui sont chargés dans les différentes universités. McGill, c'est plus facile, c'est une université anglophone, donc c'est plus facile pour elle d'attirer des personnes étudiantes internationales. C'est une université à Montréal, donc peut se permettre de charger plus, donc va recevoir plus d'argent à ce niveau-là. Puis ça crée une disparité, par exemple, à des universités qui sont plus loin en région, qui ont plus de difficultés à recruter à l'international. Donc, ça vient régler aussi un peu cet enjeu-là de disparité entre les différentes universités. Donc, nous, on veut un plafond sur les frais de scolarité là, des personnes étudiantes internationales qui soit mis en place.
Ouais, puis plafonner les frais de scolarité, là, c'est un très bon point, mais c'est pas le seul frais qui est plus élevé là, pour une personne étudiante internationale. On peut aussi penser, par exemple, aux frais d'assurance obligatoires. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que l'UEC fait sur ce sujet-là, spécifiquement là, des assurances qui sont chargées de force par les universités à la communauté étudiante internationale? Oui, bien, au Québec, n'importe quelle personne étudiante doit avoir accès à une assurance santé. Pour beaucoup, ça passe par la RAMQ. Donc, pour toutes les personnes qui ont accès à la RAMQ, bien, ça va passer par ça. Mais les autres personnes qui n'ont pas accès vont devoir payer de leur poche une assurance privée qui est imposée par l'université. Donc, c'est l'université qui choisit quelle assurance, puis t'oblige à la payer, donc cette assurance santé-là. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça coûterait moins cher aux personnes étudiantes d'avoir accès aux mêmes services si ça passait par la RAMQ, même s'il n'y avait pas d'entente avec le pays d'origine de réciprocité. Donc, même si ce ne serait pas gratuit forcément pour les personnes étudiantes internationales, si ça passait par la RAMQ, ça coûterait beaucoup moins cher que si ça allait dans un assureur privé qui va vouloir faire de l'argent là-dessus. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que les personnes étudiantes internationales soient toutes intégrées au régime de la RAMQ, quitte à ce qu'il y ait une compensation pour les personnes étudiantes pour lesquelles il n'y a pas d'entente là, avec le pays d'origine. On a parlé beaucoup du stress financier avec lequel doivent composer les personnes étudiantes internationales, puis pourtant, ben, au-delà de ça, le gouvernement a aussi choisi d'abolir le programme d'expérience québécoise cette année. Cette abolition-là, ben, ça a été la perte de la meilleure opportunité que les personnes étudiantes internationales avaient d'immigrer officiellement après l'obtention de leur diplôme québécois. Donc, en ce moment, ben, est-ce que l'UEC considère que ça demeure une bonne avenue de continuer de faire pression pour ramener le programme d'expérience québécoise? Oui, bien en effet, c'est sûr que c'est une problématique que vivent les personnes étudiantes, les personnes qui diplôment ici. Si elles souhaitent rester au Québec, en ce moment, il n'y a pas de programme d'accès rapide pour ces personnes-là à pouvoir rester au Québec. Il y a le PEC qui a joué ce rôle-là, qui a très bien rempli ce rôle-là. Bon, il a été annulé, remis sur une simili-clause grand-père qui n'est pas vraiment une clause grand-père, qui ne remplit pas tous les critères, un peu tout croche, etc. Mais en ce moment, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un programme d'accès rapide pour les personnes qui sont diplômées ici, ça fait plusieurs années qu'ils vivent ici, qui sont créés un cercle ici, des fois ont fondé une famille ici. Bien, on souhaite que ces personnes-là puissent rester ici si elles le souhaitent. Donc, il y a un programme qui s'adresse à elles pour rester ici. Bien, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant dans le cadre de la plateforme de revendication, puis dans le cadre des élections. Après, est-ce que ça passe par le PEC ou un nouveau programme qui répondrait spécifiquement à cet enjeu-là? Nous, on n'a pas vraiment d'avis, puis on souhaite que les partis politiques se commettent davantage sur le fond de la question de donner accès rapidement à rester au Québec là, pour les personnes qui sont diplômées ici, plutôt que d'un programme ou un autre. Ouais, toute la tergiversation là, du gouvernement autour du PEC, c'est définitivement une source de stress là, pour les personnes étudiantes internationales. Puis, en parlant de stress, ça m'amène aussi sur notre prochain sujet qui est sur la santé psychologique. Depuis 5 ans, là, il y a un plan d'action, le plan d'action en santé mentale étudiante en enseignement supérieur qui est en place pour financer là, différentes initiatives pour aider à la santé psychologique de la communauté étudiante. C'est un plan d'action qui prend fin, mais à la base, qu'est-ce que ce plan d'action-là finance? C'est quoi ses impacts? Puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte de garder cette aide-là là, qui a été donnée à la communauté étudiante? Le plan d'action, il finance différents trucs, là, des mesures de sensibilisation, d'intervention dans les campus. Donc, entre autres, plusieurs professionnels là, qui sont dans les universités, des psychologues, des travailleurs sociaux qui sont sur les campus pour aider les personnes étudiantes directement. Finance aussi des enquêtes sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Donc, des enquêtes qui vont venir faire des portraits, qui vont permettre aussi d'évaluer quelles sont les choses qui ont marché, quelles sont les choses qui n'ont pas marché, puis d'aiguiller les différents professionnels sur la marche à suivre pour améliorer la santé mentale sur les campus. Donc, ça, c'est plus du côté de ce que ça finance. Tu l'as mentionné, ça fait 5 ans. C'est un programme de 5 ans bon, qui a été renouvelé pour 1 an, qui a été renouvelé très tardivement aussi. Là. Ça a été annoncé dans le budget de mars, puis ça finissait quelques mois après. Donc, entre-temps, il y a des personnes, des professionnels qui se sont trouvés une autre job, parce que quand ton contrat vient à échéance dans 2 mois, ça se peut que tu te cherches une autre job, puis c'est assez normal. Donc, on a perdu un peu cette expertise-là dans les allées et venues là, du gouvernement qui ne voulait pas annoncer un renouvellement du plan d'action. Donc là, il a été renouvelé pour 1 an. Notre crainte, c'est qu'on rejoue dans ce même film-là l'année prochaine, puis qu'on se retrouve dans une situation où encore, on attend jusqu'au budget pour annoncer les sommes puis annoncer que les postes vont être renouvelés. Donc, nous, on veut que le gouvernement s'engage à renouveler ces différents postes, à renouveler le plan d'action sur la santé mentale en enseignement supérieur pour que
les mesures qui soient mises en place ne soient pas coupées pour qu'il y en ait encore des données qui sortent de ça, qu'on soit capable encore de travailler sur la santé mentale étudiante pour améliorer la santé mentale étudiante sur les campus. Donc, on souhaite que ce plan d'action soit renouvelé puis soit bonifié. Mais pour ça, il faut que ce soit fait sur plusieurs années et pas seulement sur 1 an à tous les ans, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation où on va perdre de l'expertise tous les ans, parce que tous les ans, il y a des gens qui vont chercher à se trouver un autre job entre-temps, là. Gabriel l'a mentionné, le plan d'action est en place depuis 2021. Pourtant, il y a eu une enquête qui a été menée par l'Observatoire en santé mentale étudiante en enseignement supérieur, donc le SME, en 2024, l'enquête Temps pour toi, qui a démontré que presque 50% des personnes répondantes déclaraient subir un épisode dépressif majeur. C'est vraiment pas un portrait qui est positif de la santé mentale étudiante. Fait que qu'est-ce qui a pu être réalisé pendant les 5 années de ce plan d'action-là, puis pourquoi est-ce qu'il y a justement, il faut un autre 5 ans au moins, là? Bien, clairement, si en 2024, la situation n'était pas parfaite, elle ne s'est pas forcément améliorée. Puis bon, cette enquête que tu mentionnes de 2024, il y a une deuxième édition qui va avoir lieu là, en 2026 pour un peu mettre à jour les données, voir l'évolution aussi entre 2024 et 2026. Mais à quoi ça sert le PASME? C'est s'assurer de payer des psychologues sur les différents campus. Puis ça, c'est clairement des ressources qui sont utilisées. Donc, si on perd le plan d'action, si on perd le PASME puis le financement qui est associé avec le PASME, bien, on perd ces ressources-là, des psychologues, des travailleurs sociaux sur les campus, puis on perd cette expertise-là. Donc, ça serait complètement aberrant de se retrouver dans une situation où même quand on a des données alarmantes comme ce que tu viens de mentionner, qu'on perde des ressources qui viennent aider à ça. Clairement que d'avoir des psys sur les campus, ça aide à avoir moins de troubles dépressifs, puis moins d'autres problématiques de santé mentale, mais ça, c'est associé au financement du plan d'action. Donc, c'est pour ça qu'on demande qu'il soit renouvelé, puis on demande aux partis de s'engager à maintenir ces ressources-là, puis à les bonifier. Ben, c'est intéressant parce qu'en ce moment, on parle justement d'une enquête nationale qui nous a permis d'aller chercher des chiffres qui viennent étoffer les demandes qu'on fait pour le renouvellement du plan d'action. C'est des chiffres qui sont quand même assez alarmants, tu l'as mentionné. Puis, pourtant, on n'est pas capable de faire le même exercice avec les violences à caractère sexuel qui se passent sur les campus. Dans son plan d'action gouvernemental 2022-2027, le gouvernement s'était engagé à mener une enquête nationale pour évaluer la prévalence des violences à caractère sexuel sur les campus. Puis pourtant, ben, cette enquête nationale-là a été annulée. Fait qu'en ce moment, ben, on n'est même pas capable de venir étoffer nos demandes puis parler justement de la prévalence des VAX parce qu'on n'en a aucune idée. On n'a aucun chiffre récent sur la question. Oui, bien, c'est une de nos demandes dans la plateforme de revendication qui est que cette enquête nationale ait lieu pour qu'on ait des données, pour qu'on soit capable d'aiguiller les ressources, de mettre l'argent aux bons endroits, de voir quel campus c'est plus problématique que d'autres, quel campus il y a besoin de plus mettre d'argent. Comment aussi on fait pour aider les personnes qui vivent des situations là, de violence à caractère sexuel. Mais en ce moment, on navigue un peu dans le vide, dans le noir. On n'a pas de données. Puis le gouvernement nous répond « Ah, ben il y a d'autres enquêtes qui suivent un peu les VAX en enseignement supérieur. » Mais la réalité, c'est que ces enquêtes-là, elles touchent chacune des points précis des violences à caractère sexuel, par exemple dans les stages. Mais après ça, on se retrouve avec un peu une mosaïque d'enquêtes. Puis cette mosaïque d'enquêtes, elle nous permet pas d'avoir un portrait clair des violences à caractère sexuel en enseignement supérieur, un portrait clair par établissement des violences à caractère sexuel. Puis surtout, elle nous donne pas une base de comparaison pour évaluer les mesures qui seront prises là, dans les prochaines années pour lutter contre les VAX. On sera pas capable de refaire cette mosaïque-là qui est en train d'être faite sur les VAX dans 5 ans, dans 6 ans, dans 8 ans, pour être capable de voir l'évolution dans le temps, voir si on se dirige vers une bonne trajectoire ou pas. On va se retrouver dans 5 ans avec aucun point de comparaison, incapable de savoir si les mesures ont marché. Donc, c'est complètement aberrant que le gouvernement ait coupé cette enquête-là l'année dernière. Puis, c'est important que les partis s'engagent à la remettre en place. Donc, nous, on souhaite qu'elle soit de retour là, puis le plus tôt possible pour qu'on ait des données, puis qu'on puisse aiguiller nos revendications, mais que le gouvernement puisse aiguiller aussi ces mesures qui sont prises là, pour lutter contre les VAX en enseignement supérieur. Absolument. Puis cette enquête-là, elle ne servait pas juste à évaluer les mesures qui ont été mises en place à travers le plan d'action, mais c'était aussi la meilleure manière et surtout la seule manière d'évaluer la nouvelle loi qui a été mise en place, donc la loi P22.1, qui justement, entre autres, obligeait les établissements à adopter des politiques sur les violences à caractère sexuel. Même si on n'a pas ces chiffres-là, par contre, on a quand même des critiques sur la loi. Est-ce qu'il y en a une spécifique qui vont être inclus, qui vont être mises de l'avant durant les élections? Oui, bien spécifiquement sur les codes de conduite que les établissements doivent mettre en place. En ce moment, ça dit que les relations d'autorité, donc par exemple entre un prof et une personne étudiante, bien, ces relations d'autorité, ça dit qu'elles doivent être encadrées.
Nous, on a vraiment une problématique avec le terme encadré. Nous, on souhaite qu'elle soit interdite. Ça n'a pas de sens qu'une personne en situation d'autorité puisse avoir des relations d'intimité avec une personne étudiante quand il y a ce lien d'autorité. Donc, nous, on souhaite que ce soit interdit, mais en ce moment, les établissements, elles peuvent simplement les encadrer. Donc, mettre des règles en place de déclaration XY, de délai de déclaration, même de changement de salle de cours. Mais ça, c'est pas uniforme dans les établissements, c'est mesures d'encadrement. Puis deux, ça peut toujours créer des situations où la personne étudiante se retrouve dans une situation d'autorité et de relation intime qui est problématique par nature. Donc, nous, on souhaite que ça soit tout bonnement interdit, puis on demande aux partis de l'interdire une fois qu'ils sont portés au pouvoir. Ouais, puis je vais passer un petit peu du coq à l'âne ici, mais t'as parlé d'encadrer davantage, puis ça me fait penser, ça m'amène là, au sujet des personnes étudiantes issues de communautés autochtones. Dans la plateforme, là, j'ai cru voir qu'il y avait mention d'une formation obligatoire sur la sécurisation culturelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus, nous expliquer qu'est-ce que ça représenterait, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Oui, c'est une demande qu'on a inclue dans la plateforme de revendication électorale. Là, c'est une demande qui vient du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, donc qui est une formation obligatoire, un peu sur le modèle là, de la formation sur les violences à caractère sexuel, mais qui est une formation obligatoire sur la sécurisation culturelle qui sera offerte à l'ensemble du personnel et de la communauté universitaire dans notre cas, mais on peut parler en enseignement supérieur de façon plus large, donc dans les cégeps aussi. Donc, qu'il y ait une formation qui soit offerte puis qui soit obligatoire là, à ce niveau-là pour que les personnes les membres de la communauté, les profs, les chargés de cours soient sensibilisés aux réalités autochtones puis au processus de sécurisation culturelle qu'ils doivent mettre en place là, dans leur salle de cours. Bien, c'est définitivement important de s'assurer que le personnel dans les établissements d'enseignement supérieur soit outillé puis habilité surtout à créer des environnements positifs puis inclusifs pour les personnes étudiantes issues des communautés autochtones. Mais est-ce que ce serait pas intéressant de continuer à mettre de l'avant différentes initiatives par et pour, comme par exemple celle de la Maison des Savoirs? Oui, bien, c'est certain que c'est intéressant. Puis nous, c'est un projet qu'on soutient, la Maison des Savoirs. D'ailleurs, l'organisme qui est un peu derrière ça, le Conseil en éducation des Premières Nations, mais on a un peu inclus une de leurs demandes là, dans notre plateforme de revendication, qui est de reconnaître le droit à l'autodétermination éducative. Donc, on a inclus une demande du CEPN, donc le Conseil en éducation des Premières Nations, qui est de reconnaître le droit à l'autodétermination éducative là, des premiers peuples, donc pour que les premiers peuples puissent choisir eux-mêmes le processus éducatif là, qu'ils souhaitent mettre en place. La Maison des Savoirs, ça serait une des méthodes pour faire ça. Donc, il y a une université par et pour les premiers peuples. Mais effectivement, là, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre de l'avant dans le cadre de la campagne électorale. Super intéressant. Puis, je vois le temps qui file. Du coup, je vais arriver avec une transition digne de Rufus Dussol, le DJ préféré de ma chère co-animatrice. Mais j'aimerais te parler d'un sujet un petit peu d'actualité en ce moment. La transition socio-écologique. On est dans un studio en ce moment où il fait bon. Il y a un petit peu la clim, mais on l'a vu cet été. Canicule, feux de forêt, changement climatique. On sait que les universités là, sont des grosses contributrices aux émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur institutionnel au Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les universités montrent l'exemple, jouent le rôle de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans leurs activités? Oui, bien, premièrement, le gros problème dans tout ça, c'est les universités qui chauffent au mazout. Je veux dire, c'est aberrant qu'on ait encore des lieux qui sont censés être des lieux où on place le meilleur, bien, qu'on ait encore des universités qui soient chauffées au mazout. Donc, nous, on souhaite que le gouvernement subventionne les universités pour que ces processus énergétiques, ces processus de chauffage soient remplacés vers des alternatives plus durables, des alternatives plus vertes. Donc, on enlève complètement le mazout là, dans les différents établissements universitaires. Puis c'est assez majeur là, comme impact environnemental. Là. C'est la principale dépense énergétique, la principale cause de GES de la plupart des universités. Bien, c'est effectivement extrêmement important que les universités arrêtent de se chauffer au mazout, qu'elles s'éloignent des énergies fossiles. Puis pourtant, bien, ce qu'on voit en parallèle, c'est que le gouvernement s'intéresse de plus en plus, particulièrement le gouvernement fédéral, au projet de pipeline, donc aux gazoducs, oléoducs. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Nous, on souhaite que le gouvernement s'engage, puis donc que tous les partis politiques s'engagent, s'ils sont portés au pouvoir, à refuser tous les projets de pipeline, tous les projets d'oléoducs, tous les projets de gazoducs,
tous les projets d'usines d'olification, puis en fait, tout développement là, d'hydrocarbures. Pour nous, ça n'a pas de sens qu'il y ait un nouveau projet d'hydrocarbures au Québec. Ça n'a pas de sens dans le contexte qu'on vit en ce moment de crise climatique, qu'on se dirige puis qu'on monte des projets qui vont devoir être viables financièrement. Donc, on va devoir se forcer à créer plus, à dépenser plus en pétrole, en mazout, en gaz naturel, etc. Donc, nous, on veut que le gouvernement qui soit en place refuse tout projet de développement d'hydrocarbures. Dans ce cas-là, je t'amènerais peut-être sur le dernier sujet qui va peut-être pouvoir faire une conclusion de tout ça. On l'a dit en tout début d'épisode, l'importance cruciale de cette élection, mais des élections en général pour la communauté étudiante. C'est important d'aller voter, mais il y a certaines personnes qui se sentent pas appelées par le vote parce qu'elles sentent que d'une certaine manière, la voix qui va être exprimée va être distordue par le système. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus dans la plateforme? Oui, bien, tu sais, il y a des aberrations des fois qui se créent là, dans le vote. Les partis qui se retrouvent majoritaires vont se retrouver souvent largement majoritaires là, à l'Assemblée nationale, même si la proportion de vote est majoritaire, mais pas complètement majoritaire là, non plus. Tu sais, il y a les dernières élections en 2018 et en 2022, la CAQ se retrouvait avec 100% du pouvoir, avec quasiment 80% de l'Assemblée nationale, mais tourner autour de 40% du vote. Donc, ces distorsions-là qui se créent dans le système électoral dans lequel on est, pour nous, il faut les régler. Donc, il faut qu'il y ait une réforme du mode de scrutin pour représenter davantage la volonté populaire auprès des élections. Donc, quand il y a un vote qui s'exprime, ça représente qu'est-ce qui va s'exprimer à l'Assemblée nationale puis le nombre de députés de chaque parti. Ben merci Loïc, nous ça ferait pas mal le tour de nos questions, mais on te laisse la parole si jamais tu as un autre message que tu voudrais passer aux personnes auditrices qui nous écoutent. Ouais, ben merci à vous deux là, puis pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous souhaitez lire plus en profondeur la plateforme de revendication électorale de l'UEC, elle est disponible sur notre site internet. Puis peut-être que je conclurai là-dessus, mais c'est important d'aller voter, donc informez-vous là, où aller voter. Il y a des votes sur le campus, donc ça simplifie aussi le processus de vote, donc allez voter. Parfait, merci beaucoup Loïc. Merci. Merci pour votre écoute, puis on espère que vous en avez appris davantage sur les différents enjeux étudiants que l'UEC mettra de l'avant durant les élections provinciales à venir. En attendant, par contre, on espère surtout vous voir en très grand nombre le 12 septembre pour notre débat électoral devant public. Donc si, comme nous, vous avez très hâte d'entendre les personnes candidates se prononcer sur les grandes questions de la communauté étudiante, alors réservez votre 12 septembre en après-midi et allez suivre UEC en ondes sur Instagram pour avoir toutes les informations du débat. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur vos plateformes de balado-diffusion pour tous les épisodes qui sortiront pendant cette saison. Merci beaucoup. À plus! À plus! Balado-diffusion. C'est ce mot-là qui est pas Tu peux pas naturel. dire plateforme de baladi, là, c'est pas la même chose. Le gouvernement... Non, mais c'est pas ça qui fait de la danse du ventre, en plus. Ouais. Le monde est entré